Bonjour et merci infiniment de nous retrouver encore en ce jour. Rencontre et échange, nouveau numéro. Nous allons parler de la vie politique de l'ANC. Cette formation politique qui a exclu certains de ses membres, notamment de la diaspora ces derniers temps et qui fait beaucoup pour les denrées de salut. Qu'est-ce qu'il en est exactement sur mon plateau? Le porte-parole de ce parti, M. Éric Dupuis, vous êtes le conseiller spécial du président Jean-Pierre Fabre. Vous avez accepté notre invitation pour expliquer davantage sur les écailles ou bien ce qui se passe au sein de votre formation politique. Merci de répondre à notre invitation. Merci, M. Wilson. Bonjour, madame, bonjour, monsieur. En effet, je suis le porte-parole de l'ANC, responsable de la communication de l'ANC et conseiller spécial du président Jean-Pierre Fabre. Voilà. C'est avec vous donc qu'on va réfléchir sur la santé, la santé de votre formation politique, comment elle se porte au milieu des tourments de l'heure que nous connaissons. Mais avant cela, peut-être une pensée pieuse pour Patrick Lawson, décédé le 23 décembre de l'an dernier. Un grand vide pour l'ANC d'Espoir. Vous me touchez beaucoup en vous souvenant du premier vice-président Patrick Lawson décédé et qui est en plus de cela un ami personnel. En effet, c'est un grand vide parce que Patrick Lawson a beaucoup compté dans la vie politique de notre pays. Pas seulement dans l'ANC, dans tout le Togo. Patrick Lawson a été un grand homme, un grand politicien qui a consacré toute sa vie. Il a consacré toute sa vie, depuis le banc de l'école jusqu'à la fin de sa vie, à la politique. Et il a reçu des coups, il a reçu beaucoup de blessures, mais il est resté fidèle à sa conviction, déterminé pour un seul objectif qui s'est fixé, donner à ce peuple l'alternance politique. Malheureusement, il n'a pas eu la chance de connaître cette alternance-là. Un compagnon qui a été de toute la lutte, de tout le combat, aux côtés du président. Même avant la création de l'ANC, ils étaient ensemble dans le parti dont... L'UFC originel. L'UFC, disons-le. Donc ils ont été ensemble, ils ont lutté, ils se connaissent depuis très très longtemps. Je vous dis depuis pratiquement les bancs de l'université. Donc pratiquement tous les jours, nous avons une pensée pour ce grand homme. Et un homme qui a toujours été à cheval sur les principes, et sur le respect de la ligne politique du parti. Il a été toujours très ferme sur le respect de la ligne politique du parti. On le décrit comme un homme tempéré, modéré dans ses propos, mais ferme dans ses convictions. Tout à fait, c'est tout à fait Patrick. Il donne l'impression d'être modéré, puisque c'est un homme qui est toujours à l'écoute des autres, mais il reste toujours ferme sur son objectif et sur l'idée qu'il a de l'avenir du Togo, l'idée qu'il a de la bonne gouvernance de notre pays. Ce n'est pas parce que Patrick donnait l'impression d'avoir des relations dans tous les partis politiques, ou presque. Ce qui n'est pas interdit. Ce qui n'est pas interdit, mais c'est parce que c'est un homme qui est toujours à l'écoute des autres. Même s'il ne vous connaît pas et que vous voulez lui parler, Patrick Lawson était ouvert à vous écouter, prompt à vous écouter, mais il essaiera de toutes ses forces de vous expliquer sa position et de vous exprimer ses convictions profondes. On vous l'envoie souvent à la table des négociations avec le régime. Il a souvent été aux tables des négociations, parfois même avec moi, avec Jean-Pierre, avec d'autres personnes, mais moi je l'appelais un fin diplomate. C'est comme ça que je le taquinais. Je disais, Patrick, quand on dit on va envoyer quelqu'un à une table de négociation, on dit c'est notre diplomate, parce qu'il est assez rond, il a des propos peut-être moins virulents, pas moins virulents, moins fermes,
que l'aurait une autre personne, mais ça n'enlève rien à sa fermeté et à sa fidélité au parti. C'est cela. Et justement, il y a ce couac lors de ces obsèques, c'était raison funèbre du ministre Gilbert Bahara, qui aussi a suscité pas mal de polémiques. Monsieur Dupuis. Ça, c'est un moment douloureux parce que, vous savez, les propos que le ministre Gilbert Bahara avait eus lors des obsèques de Patrick Lawson, je crois que c'était en novembre 2022, m'ont choqué. Ça m'a profondément choqué parce que je ne pouvais pas comprendre, et je ne peux toujours pas comprendre comment un homme, quel qu'il soit, puisse venir cracher sur le cercueil de quelqu'un dont on se dit ami. Quand on est ami de quelqu'un et que dans sa vie durant, on l'a aidé ou on l'a secouru, ce n'est pas devant sa dépouille mortelle qu'on vient se glorifier des aides qu'on a pu lui apporter. D'autant plus que la personne n'est même pas à même de dire si ce que vous dites est exact ou faux. C'est une question d'éducation. Cette éducation, je ne l'ai pas reçue. Je ne veux pas dire que mon éducation, celle que j'ai reçue, est meilleure ou supérieure à celle des autres. Mais je dis qu'il est totalement inadmissible pour ma culture qu'un homme vienne cracher sur la dépouille mortelle de quelqu'un dont on se dit ami. Oui, c'était pour peut-être montrer qu'en réalité, au-delà des chapelles politiques, nous sommes tous des Togolais. On peut comprendre ça aussi comme ça, M. Dupuis. Mais est-ce que c'est le lieu de venir vous vanter des bienfaits ou de ce que vous avez fait à cette personne quand cette personne était en vie? Même supposons que ça soit vrai, que le régime ait aidé Patrick Lawson pour l'envoyer se faire soigner dans des hôpitaux mieux équipés qu'au Togo. Et il n'y a pas de quoi en être fier, puisque vous êtes à la tête de ce pays depuis bientôt 60 ans. Pourquoi nous n'avons pas des services hospitaliers dignes de ce nom jusqu'à aujourd'hui? Votre père a dirigé ce pays pendant des années. Vous-même, vous êtes là depuis bientôt 20 ans. Vous n'avez rien fait pour pouvoir faire soigner les Togolais chez eux. Et maintenant, vous venez reprocher à un défunt le fait que vous l'ayez aidé à aller se faire soigner dans un autre pays, notamment la France. Mais c'est une honte, c'est une ignominie. On vous appauvrit, on vient vous donner quelques sucrètes pour vous éviter de mourir. Et on vous reproche d'avoir accepté cela. Qui d'entre nous, en toute conscience, dans une situation de faiblesse absolue, de maladie grave, refuserait une main tendue si ce que M. Bahara avait dit était vrai? Est-ce qu'on peut blâmer quelqu'un d'avoir accepté une main tendue de l'État, même si on estime que cet État est un État injuste, qui appauvrit ce pays, qui ruine ce pays? Même si c'est ça, qui sont ceux qui refuseraient une telle main tendue? Je ne sais pas. Et vous venez dans une cathédrale, devant la famille, sortir de telles abominations. Moi, j'ai honte pour lui. En fait, est-ce que c'était son intention? Son intention, à mon avis, c'était peut-être de... Non, monsieur Wilson, oui. J'ai la ferme conviction que c'était préparé. Parce que lorsqu'on préparait les obsèques de Patrick Lawson dans la famille de Sousa, puisque c'est là où on se réunissait au mausolée de Sousa, un soir, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, Boupessi, était venu saluer avec ses collègues. Il n'y avait pas M. Bahara. Quand ils ont fini de saluer, nous avons demandé à Francis Pedro
d'approcher M. Boukessi pour savoir s'ils avaient l'intention de délivrer un message à l'Église. C'est ça. Il nous a répondu qu'il n'en savait rien. Et qu'il fallait que Francis Pedro l'appelle. Après, quelques jours après, Francis Pedro l'a appelé et il a dit que non, il n'y a rien de prévu, qu'ils ne le feront pas, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un précédent, dans la mesure où Patrick Lawson n'était pas ministre et n'était pas président d'une institution de la République. On en était là. On ne savait même pas s'ils allaient venir à l'église. À telle enseigne que quand on a organisé le protocole, on n'a pas tenu compte d'eux. C'est au dernier moment qu'ils sont arrivés et on a voulu les mettre à côté de nous. On a dit non, vous ne pouvez pas vous mettre à côté de l'ANC pour la simple et bonne raison que, pour la simple et bonne raison que c'est à l'église devant Dieu. Non, l'ANC était là avec toutes ses structures. Oui. Il y avait le comité politique, le bureau national, donc, et même nos femmes, on les a reléguées au 3e rang. C'est ça. Parce que, étant donné que c'est la deuxième personnalité de notre parti, il faudrait que toutes les structures soient représentées. Donc il n'y avait pas de place. On ne pouvait pas enlever tel vice-président, tel secrétaire général pour pouvoir mettre les représentants du gouvernement. La famille a pris sur elle de faire de la place pour qu'ils s'installent à côté d'elle. Tant mieux. Et jusque-là, on ne savait pas que M. Bahara allait faire le cinéma qui nous a servi. Et quand il a pris la parole, eh bien, écoutez, on est tombé de très haut. On ne s'y attendait pas du tout. On est tombé de très haut. Mais, permettez-moi de vous dire une chose qui me tient à cœur. Puisque vous en avez parlé dans votre présentation, nos collègues de la diaspora exclus de l'ANC, 2 semaines après, ont sorti ont écrit une lettre. La messe était du 26 novembre, je vous disais, novembre. Le 11 décembre, ils ont envoyé une lettre au Bureau national, la lettre est là, lettre dans laquelle ils disaient, après avoir, hypocrite comme ils sont, renouvelé leurs condoléances attristées pour le décès de notre cher vice-président, ils rappellent que le discours de M. Bahara confirmerait la dérive collaborationniste du parti. Ça veut dire que ces gens-là, certainement en intelligence avec nos adversaires, savaient que de tels propos allaient être mis sur la place publique et étaient prêts à incendier la mémoire de Patrick Lawson, leur vice-président, et de salir les membres du bureau de l'ANS. Il continue la proximité coupable entre le sommet de notre parti et les barons du régime en parlant de Patrick. Il continue le cynisme politique et la trahison de la lutte. Et il conclut en demandant la démission du bureau national, la mise en place d'une cellule de crise chargée de gérer les affaires courantes, la convocation d'un congrès extraordinaire pour redéfinir une ligne politique en phase avec les aspirations du peuple togolais, l'élection d'un nouveau bureau politique, ainsi de suite. Et ça, comment vous pouvez expliquer cela? Et je vous disais tout à l'heure que parmi eux, il y avait des amis de Patrick Lawson. Parmi eux, il y avait des gens qui ont fait le déplacement de la France jusqu'ici pour aller s'incliner devant la dépouille mortelle de Patrick Lawson. Et ils sautent sur cette insulte à la mémoire de Patrick Lawson pour nous envoyer ce torchon. L'une des raisons pour lesquelles ils ont été exclus. Très bien. Vous me permettez de faire une belle transition vers cette pensée pieuse pour notre grand frère illustre défunt Patrick Lawson, premier vice-président de l'ANC, et donc d'en venir justement au motif, à ce qui se passe au sein de l'ANC, au point d'en arriver à cette exclusion de ces militants, enfin désormais les ex-militants, comme vous les appelez. Alors, que s'est-il réellement passé? Non, il s'agit des membres de l'ancien bureau fédéral Europe-Asie. La Fédération Europe-Asie, depuis qu'il
ils sont nommés à la tête de cette fédération. Vous savez, on a 3 fédérations internationales. C'est ça. La Fédération Europe-Asie, la Fédération Amérique et la Fédération Afrique. Donc, les membres de cette fédération internationale n'ont jamais pu travailler avec les autres sections, sous-sections. Vous savez que nous avons la Fédération internationale qui se trouve à Paris. Vous avez les sections qui sont les pays, section Allemagne, section Angleterre, ainsi de suite. Et vous avez les sous-sections, sous-section Paris, ainsi de suite. Donc, c'est la fédération qui devait coordonner l'activité des sections et des sous-sections. Nous avons au total 113 fédérations en tout. Et c'est comme ça que ça fonctionne partout. Moi-même, je suis président fédéral dans la commune de Golfe 2 depuis 2008. Et j'ai 10 sous-sections que je coordonne toutes les semaines. Donc, c'est le travail d'une fédération. Cette fédération n'a jamais pu fonctionner parce que toujours des problèmes de personnes. La Fédération Asie-Europe. Oui. Depuis qu'on les a mis, Europe-Asie, depuis qu'on les a mis en place, ça n'a jamais fonctionné. On les a appelés, on leur a écrit. À un moment donné, ils ont commencé à envoyer des lettres peu respectueuses, insolentes au secrétaire général. On avait fait une réunion et 2 personnes étaient chargées de prendre contact avec eux pour essayer de comprendre leur motivation. Ces 2 personnes, c'est Patrick Lawson et moi-même. C'est ça. J'ai appelé Bati, Gaëtan Bati, avec qui j'avais d'excellentes relations. On a discuté de longues heures et il m'a promis qu'il allait appeler le président, qu'il allait appeler le secrétaire général pour régler les problèmes, ce qu'il considérait comme problème. Patrick aurait appelé Monsieur Lucien qui est en Angleterre, Lucien Nkali, il a appelé, ils en ont discuté, mais rien ici. Quelque temps après, d'autres lettres arrivent, ainsi de suite, jusqu'à un moment donné, on en a eu assez. Conformément aux dispositions du règlement intérieur de notre parti, on a dissous la Fédération internationale Europe-Asie, on les a écartés et on a mis une nouvelle équipe provisoire à la place. Cette équipe provisoire devait préparer des élections pour renouveler définitivement. C'est la règle dans toutes nos fédérations. Ce qui a été fait et la nouvelle fédération fonctionne parfaitement bien. On n'a que des félicitations de leur part. Toutes les sections, sous-sections se réunissent régulièrement. On s'en félicite. Et depuis ce moment-là, c'est au départ 9, après c'est 7. Oui, on parle de G9, les groupes. Ils se sont mis dans l'idée de détruire le parti. Voilà. Sans aucun motif. Monsieur... Puisqu'ils avaient évoqué aussi dans leur motif la présidentielle de 2020. Oui. 2022. Oui, 2020. Il était question pour eux, avec le score que l'ANC a enregistré sur le terrain lors de ce scrutin, il fallait donc revoir les instances du parti, enfin revoir la vie. De quel droit? C'est ça. De quel droit? C'est des militants qui ont leur mot aussi dans la vie du parti. Non. Ah bon, vous ne consultez pas vos militants là-bas? Mais vous savez, des milliers de militants, vous les consultez comment? Regroupés, bien sûr. À travers les fédérations. Oui. Or, à partir du moment où vous n'êtes plus membre d'une fédération et que vous êtes simple militant, si vous avez des doléances, vous les remontez au bureau fédéral qui le remonte au parti. Et puis, vous n'avez aucune autorité à demander la convocation d'un congrès. Est-ce que qui sont ceux qui de courriers au bureau national bien sûr, qui sont de prendre la parole pour peut-être expliquer? C'est faux. C'est faux. Ils ont écrit plusieurs lettres pour insulter. Moi, je les ai. Pour insulter, pour dénigrer, c'est tout.
dans ce que vous dites suite à la présidentielle de 2020, qu'est-ce qu'il voulait exactement? Que l'ANC soutienne Aguillem et Kodio. Ce n'est pas la décision du parti. C'est ce qu'ils ont exprimé dans leur courrier qu'ils vous ont adressé? Plusieurs fois. Mais ils ne l'ont pas exprimé clairement comme ça. Mais on voit leurs attitudes, on voit leur comportement. Monsieur Glopon est venu ici à Lomé à rencontrer le président. Oui. Et il lui a dit certaines choses. Ce n'est pas comme ça qu'on agit dans un parti politique. Monsieur Bati Gaëtan est membre du bureau national. Il était secrétaire national chargé de la diaspora. Il aurait pu, en tant que tel, envoyer une lettre au bureau national ou se déplacer, venir du bureau national, en parler. Au lieu d'écrire au bureau national, et même avant que la lettre ne parvienne au bureau national, soit sur les réseaux sociaux, publiée par nos adversaires. Nos adversaires étaient informés sur le contenu de leurs lettres avant que les lettres parviennent au bureau national. Comment vous le savez? Mais je suis aussi sur les réseaux sociaux. Je sais qui envoie quoi. Même si vous mettez transféré, on peut savoir l'origine du message. Ce n'est pas parce que vous mettez transféré qu'on ne peut pas remonter. On peut remonter. D'autant plus que 2-3 jours après, on reçoit la même lettre signée par eux. Non, il faut être sérieux. Vous savez, quand vous êtes dans un parti politique et que vous estimez que la ligne politique du parti ne vous convient plus, vous démissionnez. Vous ne cherchez pas à détruire le parti. Ça n'a pas de sens. Mais ce qu'ils avaient demandé, ou bien ce qu'ils vous demandaient, n'était pas aussi très contraire à la norme. Parce que, bon, à en croire leur message, leur courrier plusieurs fois envoyé au bureau national, c'est de revoir, soit la structure du parti, sa vie interne. Mais comment? Oui. C'est-à-dire que ça ne se décide pas comme ça. Comment ça se passe d'après vos tests en réalité? Mais quand vous voulez, les réformes se font à partir des propositions. Quand on a fait la dernière convocation, ce n'est pas le Conseil national, ce n'était pas le Congrès, le Conseil national, parce que en cas d'absence, quand il y a absence de Congrès, il y a le Conseil national. Lors du Conseil national, on a demandé à toutes les fédérations d'envoyer leurs propositions. Ils ont envoyé leurs propositions et ils ont envoyé une délégation. Rien n'a été dit en ce moment-là. C'est en ce lieu qu'on en débat. On ne se met pas à 2, à 3 pour écrire, pour dire « Ah, il faut changer la tête de telle personne, il faut renvoyer Fabre, il faut faire... » Non, ça ne se fait pas. C'est une immaturité politique. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'article 6 de notre parti, des statuts de notre parti, dit que vous ne pouvez pas être dans notre parti et avoir un regroupement à caractère politique différent du parti. Ils ont créé un regroupement ANC Courant Politique G9. C'est en violation de l'article 6. Donc, ce qui veut dire que, bon, c'est interdit d'avoir des mouvances à l'intérieur de l'ANC. Ce n'est pas. Vous pouvez avoir des mouvances, mais vous ne pouvez pas avoir un courant ou un groupe politique à l'intérieur d'un parti politique. Aucun parti politique ne l'acceptera. Vous ne pouvez pas être dans un parti et créer un regroupement pour combattre votre parti. Non, pour susciter peut-être le débat. Non, mais le débat, ça se situe... Qui doit être constructif, forcément. Le débat se passe où? Au bureau national. Où toutes les fédérations sont représentées. Ce n'est pas avec ça qu'on fait un débat. Vous savez, oui. Moi je suis surpris que des personnes comme ça, qui vivent en Europe, qui devraient nous donner des leçons de démocratie,
se permettre de faire des choses comme ça qui sont totalement antidémocratiques. Oui, mais c'est parce que pendant longtemps, ils n'ont pas été écoutés, n'ont pas été entendus, ou les demandes n'ont pas été prises en compte. Je ne vous suis pas. Oui, parce qu'on les a aussi suivis sur les motifs qui les ont poussés, n'est-ce pas, à vous écrire, c'est qu'ils n'ont pas eu de répondant direct, n'est-ce pas, au moment opportun pour pouvoir... Je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai discuté à plusieurs reprises avec M. Bati. On a répondu à leurs lettres. C'est ça. On les a écoutés. Ils ont été reçus par le président quand ils sont arrivés. Est-ce qu'ils sont arrivés, ils ont demandé... Voilà, est-ce qu'ils sont arrivés? Non, non. Il y a M. Groupement qui est arrivé, qui a demandé à être reçu par le président. Il a été reçu par le président. C'est ça. C'est tout. Mais alors, pourquoi aller raconter des histoires? Et Groupement est allé chez Patrick d'ailleurs, quand il est arrivé, avant le décès de Patrick, il est allé chez Patrick. Il n'est pas venu chez moi. Il était venu peut-être, je crois que c'était pour l'obsèque ou je ne sais pas quoi de son père. Il a fait des cérémonies. Il a invité des gens de l'ANC. Il en a profité pour aller voir le président. Donc vous avez tenté de les faire raisonner, de leur rappeler, de leur faire entendre raison, et ça n'a pas marché au point que c'est si grave qu'il faut les exclure? Si quelqu'un viole les règles du parti, je pense que la seule chose à faire, c'est de les exclure. Il y a d'autres partis qui excluent, pour moi que ça, et ça ne fait pas autant de bruit. C'est tout simplement parce qu'on veut détruire l'ANC qu'on met toujours en épingle tout ce que l'ANC fait. Même si vous venez, vous giflez Jean-Pierre Fabre demain, qui est le président de l'ANC, si vous rend la gifle, on va dire qu'il ne devrait pas, parce qu'il est président, il ne devrait pas vous rendre la gifle. Oui, il est président. Eh bien oui. Quand vous venez, vous voulez torpiller le parti, vous voulez casser le parti, tout le monde le sait, on en a la preuve. Mais il faut laisser tomber, parce que vous êtes ANC, vous n'êtes pas les autres partis. Et puis tout dernièrement, oui. Ce n'est pas un parti, c'est un regroupement de partis. Il suffit qu'il y ait un seul qui se disait ambassadeur ou ministre, je ne me rappelle plus, et dit, nous, il faudrait qu'on soit présent aux prochaines élections. Le lendemain, il a été radié. Ce n'est pas un parti, c'est un regroupement. Et personne n'en a fait autant de fromage que l'exclusion de cette personne dans un parti qui compte plus de 113 fédérations. Donc ce n'est nullement une perte pour l'ANC dans la diaspora. Non, je vous dis... Vous ne vous êtes pas privé de cette branche aussi importante. Mais tout le monde est important dans un parti politique. Personne n'est plus important que l'autre. Oui, avec le... Patrick Lawson est parti, il est décédé. Mais le parti fonctionne. Malgré la peine, malgré le vide qu'il laisse, le parti fonctionne. Nul n'est irremplaçable dans un parti politique. Même moi qui vous parle aujourd'hui, si demain on décide de m'exclure parce que j'ai commis, mais je partirai. Mais moi je suis peut-être plus malin, je partirai avant qu'on ne m'exclue. Parce que j'ai de la fierté. Je n'attendrai pas qu'on m'exclue. Est-ce que ça n'affaiblit pas le parti quelque part, sa notoriété sur le terrain? Vous savez, quand on a décidé de les exclure, le bureau national s'était réuni. Vous savez, c'est à plusieurs niveaux. C'est l'instance, c'est ça, souveraine? C'est à plusieurs niveaux. D'abord, le président prend ses orientations, consulte le comité politique, et après consultation du comité politique, apporte la décision au bureau national qui statue et qui procède au vote. Monsieur Wilson, il n'y a pas une seule voix dissonante. Il n'y a pas une seule abstention. Le bureau national a voté à 100%, je dis bien à 100%, pour leur exclusion. Donc, je ne vois pas. Or, le bureau national représente l'entièreté du parti. Aussi bien, il y a toutes les régions qui sont présentes dans le bureau national et les représentants des fédérations, ce qu'on appelle les coordinateurs, sont présents. Et même les responsables de sa région d'origine, de Tchaoudjo, étaient là dans la salle. Personne n'a voté contre.
C'est ça. Est-ce qu'ils ont réagi après ça? Non, excusez-moi, je parle d'autre chose là. Oui. En parlant de Tiaoudio, je parle du second sujet qu'on va aborder. Je vais parler de M. Ouro Akpo-Tiandiao. Non, donc, il n'y a eu aucun problème. Hein? Quelle que soit la personne dans un parti politique qui commet une faute grave ou qui empêche volontairement le parti d'avancer, qui soit exclu, ne change rien. C'est ça. Ne change rien. C'est ça. Venons justement au deuxième cas, le cas de Ouro Akpo, voilà, j'ai mélangé mes pinceaux tout à l'heure parce que je pensais aussi à lui, puisque la procédure a été identique. Lui, il n'est pas exclu, il a été suspendu. Monsieur Ouro Akpo, qui est secrétaire général adjoint, je dois vous dire que l'ANC a plusieurs secrétaires généraux adjoints. Le secrétaire général adjoint, monsieur Ouro Akpo, un jour, on reçoit une audio sur les réseaux sociaux où M. Ouro Akpo insulte proprement les dirigeants du parti, les traite d'une bande de crapules. Vous savez ce que crapule veut dire? C'est assez fort. Crapule, ça veut dire voyou, escroc, oui, bandit. C'est assez fort. Et à qui il disait ça? Il disait ça à un de ses amis qui n'a cesse d'insulter Jean-Pierre Fabre à longueur de journée. Il vit en Allemagne. Il s'appellerait Camus Sali. La question lui a été posée par Isabelle Améganvi, vice-présidente. Il lui a répondu qu'il n'acceptait pas les provocations. Puis, immédiatement, il écrit, il dit, mais pourquoi il a fait ça? Pour moi, c'est une trahison. En parlant de celui qui a publié ce message. Donc, c'est une reconnaissance tacite de ses propos. Comment voulez-vous, suite à cela, pouvoir garder à son poste de secrétaire général quelqu'un qui traite de crapule, une bande de crapules et d'arrogants, ses collègues et collaborateurs? Et pour quelle raison il a fait? Je n'en sais rien. Moi, j'ai écouté l'audio, je n'en sais rien. Ça veut dire qu'il y a du rififi au sein du parti. Si un secrétaire... Peut-être qu'on va voir la suite tout à l'heure. Puis, quelques jours après, on a eu une autre audio où il s'en prend au secrétaire national chargé des relations avec la presse, en la personne de Francis Pedro Amouzou, qui l'a bien insulté. Dans quel but? Je n'en sais rien. On ne l'a pas exclu, on l'a suspendu pour prendre le temps de voir, de connaître les raisons de cette attitude. C'est ça. Et nous apprenons qu'il a créé un mouvement politique, qu'il a déposé les dossiers auprès du ministère de l'administration territoriale depuis novembre 2022. Or, nous disons que vous ne pouvez pas être dans le parti et créer un autre mouvement politique. Et d'ailleurs, la loi, la charte des partis politiques interdit à tout citoyen d'appartenir à deux partis politiques différents. Oui, en le faisant, c'est qu'il sort... en le faisant, ça veut dire que... Oui, il fait une conférence de presse, il signe qu'il est président. Donc, à partir de ce moment-là, il a décidé librement de s'en aller. Est-ce qu'on va reprocher à l'ANC de l'avoir suspendu? Non. Est-ce que vous l'avez quand même écouté au sein du parti, au sein du bureau national? Le bureau national, le comité politique l'avait convié, il n'est pas venu. C'est ça. Donc, vous savez, dans un parti politique digne de ce nom,
il y a des règles. Dans toute association, il y a des règles. Ce qu'on appelle le règlement intérieur, les statuts, tout le monde doit les respecter. Si vous ne les respectez pas, soit vous démissionnez, soit on vous prie de partir. Il n'y a rien de méchant. Moi, demain, je les verrai dans la rue, on va se saluer, on va discuter. On est des hommes, on n'est pas des ennemis. Mais nous disons que nous ne pouvons plus cheminer ensemble. C'est cela. Rencontre et échange nouveau numéro. Nous parlons de la vie interne du parti politique ANC suite aux ces événements que nous avons tous appris, à savoir l'exclusion de certains membres du parti, notamment de la diaspora, de cette suspension du secrétaire Oroako. Donc, c'est avec Éric Dupuis, le conseiller spécial du président, le porte-parole du parti. C'est avec lui que nous faisons des échanges ici. On va peut-être aborder d'autres discussions. Et finalement, l'ANC, comment se porte-t-il aujourd'hui? L'ANC se porte magnifiquement bien, vous savez. Malgré ses ennuis internes? Non, ce sont des épiphénomènes, ce ne sont pas des ennuis internes. Vous savez, pour l'ANC, bon, le problème est réglé. C'est tranché. C'est tranché, c'est réglé, c'est fini. On ne peut plus les récupérer. Hein, mais pourquoi vouloir les récupérer? Pourquoi vous voulez récupérer? Vous savez, quand vous avez un plateau de fruits mûrs, et qu'il y a un fruit qui commence à pourrir, si vous le gardez dans le plateau, ça va contaminer les autres. C'est ça. Donc il vaut mieux que cela s'arrête et que chacun prenne son chemin. C'est pas plus difficile que ça. L'ANC continue son travail et actuellement nous préparons les prochaines élections parce que nous l'avons dit et nous l'avons répété, nous serons présents aux prochaines consultations électorales tout à l'heure, oui. Et nous préparons déjà nos populations à aller s'inscrire massivement le moment venu. C'est ça. Tout à fait. Parlons-en, puisqu'on a constaté ces derniers temps que les activités politiques sont un peu envaheuses. Hein. Alors comment renaître? Comment donc relancer, comme vous le dites, n'est-ce pas, vos activités politiques, hein, vous savez, elles sont envaheuses parce que le régime le veut bien. Vous savez, quand pendant 2 ans, on vous empêche de faire des meetings, on vous empêche d'aller à l'intérieur du pays, tout simplement parce que, à cause de la Covid, hein, pendant 2 ans, à cause de la Covid, vous ne pouvez pas vous réunir, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Et maintenant que la Covid s'est estompée un peu, maintenant c'est l'insécurité au nord du pays qui fait que on ne peut pas. Mais pendant ce temps-là, le régime fait sa pré-campagne. Monsieur Fognacibé sillonne le pays du nord au sud. Vous le voyez aujourd'hui à tel endroit, le lendemain, en veste comme moi, vous savez, veste ouverte, sans cravate, en train de serrer la main aux gens, toucher la tête aux enfants, ce qu'il n'a jamais fait depuis qu'il était président de la République. Depuis qu'il est président de la République. Tout d'un seul coup, 2023, un nouvel homme. Il a compris qu'il faut être proche du peuple. Et vous croyez que c'est innocent? Non, c'est pas innocent. Monsieur Fognacibé est en campagne. Est en campagne pour les législatives, pour son parti, est en campagne pour la présidentielle de 2025. Mais pendant ce temps-là, on muselle l'opposition pour qu'elle ne puisse pas faire campagne. Donc vous ne faites rien en coulisses avec à la base vos bien sûr, de base. Nous avons en éveil à tout ressurgir à tout moment lorsque la situation sera décantée. Non, nous ne dormons pas. Nous avons déjà fait pratiquement tout le tour du Togo 2 fois ou 3 fois depuis l'année dernière par des petits groupes, même où Akbo Tchaniaou faisait partie de ce groupe-là. C'est dirigé par le secrétariat général et ce groupe passe régulièrement dans les fédérations pour voir comment travaillent les fédérations, les informer, et donc bientôt encore il y a une nouvelle délégation qui va partir dans la région centrale. Voilà, on a fait pratiquement tout le tour, on va recommencer encore et préparer
une tournée du président national à l'intérieur du pays. C'est ça. Donc ça veut dire que, vous l'avez dit, l'ANC prend part aux prochaines consultations électorales et régionales qui s'annoncent aussi. On ne sait même pas. Vous savez, aujourd'hui, on est à la veille, d'après les informations qui nous parviennent, d'après les déclarations du ministre de l'administration territoriale, le recensement se ferait d'ici fin avril. Mais on est mi-mars, nous n'avons pas encore le chronogramme. C'est-à-dire que pour pouvoir aller à des élections, il faut que les partis politiques aient le chronogramme pour savoir à telle période, qu'est-ce qu'il y a à telle période, comment préparer les élections. Il y a cette réunion permanente, n'est-ce pas, du cadre de discussion là. Le CPC. Le CPC, oui. Pour moi, c'est de l'enfumage. Hein, vous êtes partie prenante, non? Bien sûr, c'est de l'enfumage parce que le chef de l'État avait dit en fin d'année, lors de son allocution de Nouvel An, que cette année, les élections seront transparentes et seront organisées de manière consensuelle à travers le CPC. Mais jusqu'à présent, on n'a rien obtenu dans les discussions du CPC. Il n'y a eu aucun accord. Les accords qu'on avait obtenus lors des réunions de la CNAP ne sont toujours pas appliqués. Nous avions demandé de revoir le redécoupage électoral. Ce n'est toujours pas fait. Alors on se demande quand est-ce que les élections auront réellement lieu. J'apprenais pas plus tard qu'hier qu'on va vers le couplage des deux consultations électorales. C'est-à-dire faire les deux en même temps. Mais au moins, parlez-en à ceux qui vont prendre part à ces élections. Informez-les. Nous, partis politiques, nous devons nous organiser aussi. Il n'y a pas que le RPT Unir qui doit s'organiser. Hein? Si c'est deux élections séparées, nous devons savoir quand est-ce qu'il y a les élections. Ça coûte cher, des élections. Absolument. Il faut mobiliser des candidats, il faut mobiliser des gens pour les CLC, il faut mobiliser des gens pour les bureaux de vote. C'est des milliers de personnes qu'il faut mobiliser. Vous ne dites rien, mais vous savez. Et vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas de soucis pécuniaires. Nous, on a des soucis pécuniaires. Vous prenez l'argent de l'État pour organiser vos élections. Vous n'avez pas de soucis pour ça. Nous, pour financer ceux qui vont nous représenter dans les bureaux de vote ou dans les centres de liste et cartes, c'est nous qui allons les payer. Mais vous ne nous donnez pas d'informations. Si ce que le ministre dit est exact, c'est-à-dire d'ici la fin avril, il va y avoir le recensement. Nous sommes aujourd'hui le 17. Le 17, oui. 18, oui. Nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. Le 17, le 18, nous n'en savons rien. On va nous le dire peut-être le 15 avril, débrouillez-vous, ça va être la course. Voilà, c'est ce que moi j'appelle, excusez-moi le terme, monsieur Wilson, c'est un foutage de gueule. On se moque des partis politiques, on se moque des populations togolaises. Hein? On veut donner l'impression à l'opinion internationale que les élections se passent bon an mal an de manière transparente, mais en réalité, tout est fait pour favoriser la fraude. Pendant ce temps, certains partis politiques déjà qui font en guillemets leur entrée politique, on a vu l'FDR, on a vu la CDPA, et on attend l'ANC. Peut-être, si je vous disais qu'elle est déjà faite la rentrée politique, qu'est-ce que vous allez me dire? Parce que la rentrée politique, c'est un nom qu'on donne à une activité. C'est ça. Nous, nous sommes toujours en activité. Hein? Moi qui suis devant vous, pas plus tard que ce matin, j'ai travaillé de 9h jusqu'à 12h30. Je suis passé chez moi me changer pour venir ici. Je présidais la grande commission des affaires électorales où tous ces problèmes-là sont abordés. C'est ça. Nous, c'est une grosse machine, l'ANC. L'ANC est un parti qui est très structuré, où chacun a ses responsabilités bien déterminées. Donc pas de boycott de ce scrutin, hein, quel que soit... Nous n'avons jamais dit que nous allons boycotter un scrutin. La législative, hein, vous n'étiez pas... Non, c'était dans un cadre différent. Nous étions à la C14. Oui. Et quand on était à la C14, on discutait avec le régime à travers la CEDEAO. La CEDEAO nous a donné des garanties qu'elle n'a pas respectées. Quand on était à Conakry, le président guinéen nous avait assuré que la CENI serait 50% opposition, 50%
un parti au pouvoir et que le président serait choisi à l'extérieur. On arrive à Lomé, lors de la dernière réunion, le régime dit non, qu'on n'a qu'à aller prêter serment et rejoindre l'équipe qui est au travail et qui a déjà tout bouclé. On était à 2 jours du début du recensement. On a dit, mais si vous voulez qu'on vous rejoigne, repoussez la date du recensement. Travaillons ensemble pour que nos représentants au sein de la CENI s'imprègnent de ce que vous avez fait, éventuellement les corriger avant d'aller plus loin. Ils ont dit non, c'est à prendre ou à laisser. On a dit on laisse. Ce n'est pas l'ANC, c'est la C14 qui a décidé de ne pas y aller. C'est ça. Vous le regrettez? Pourquoi non? Non, je ne suis pas un homme à regretter, c'est un acte politique. Que vous assumez? Mais on assume avec courage. Même si les conséquences ont été rudes pour l'ANC, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'ANC avait plus de 18 députés à l'Assemblée nationale, et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 0. C'est un grand revers. C'est pas un revers, c'est les conséquences d'une décision politique. Oui. Il faut les assumer. C'est ça. En revanche, vous avez pris part au local, hein, et vous avez votre président qui est maire, hein, dans la commune du Golfe 4. On a pris part au local, mais vous savez, l'ANC, on est dans une situation au Togo aujourd'hui où l'adversaire des partis politiques n'est plus le régime en face. C'est l'ANC qui est l'adversaire de tous. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est un constat que vous avez fait ou bien c'est une réalité que vous c'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez, dans un pays normal, quand on fonctionne normalement, quelqu'un qui a travaillé... En politique, vous êtes éligible quand vous avez travaillé pour vous faire accepter par les populations comme quelqu'un qui est apte à porter votre espoir, à porter vos exigences. Monsieur Jean-Pierre Fabre a travaillé toute sa vie pour asseoir son image du nord au sud. Vous allez dans n'importe quel village aujourd'hui, vous allez au cours primaire, vous demandez à un enfant de 10 ans de vous donner 2 noms d'hommes politiques togolais, ils vont vous dire le nom du président de la République, ce qui est normal, Faure Sibé, et ils vont vous dire Jean-Pierre Fabre. Je vous dis du nord au sud. Vous avez fait une étude là-dessus? Mais j'ai fait le tour du Togo au moins une centaine de fois. Quand on arrive dans les villages, Fabre. Mais c'est comme ça. Alors, cette image-là existe. Au lieu de la protéger, au lieu de lui donner la possibilité de capter les voix, vous voulez la mettre de côté et créer une autre image. C'est possible. Mais vous allez mettre 20 ans pour l'asseoir. Pendant ces 20 ans-là, vous favorisez qui? Le régime qui est en place. Donc quand vous détruisez l'image de quelqu'un qui est rentré dans la conscience collective pour mettre quelqu'un d'autre à la place, vous allez mettre 20 ans pour créer une autre image, pour remplacer cette personne-là. Et pendant ces 20 ans, vous faites quoi? Vous soutenez le régime que nous combattons. Donc cette guerre interne, hein, au sein de l'opposition existe toujours? C'est même pas une guerre interne. C'est que il y a, je sais pas, on veut détruire celui qui est capable de faire. Je sais pas, c'est une mentalité que moi je ne comprends pas. Moi, si je sais que vous pouvez m'aider à obtenir, je vous soutiendrai. Je ne vais pas vouloir... On peut faire aussi l'inverse, hein? Jean-Pierre Fabre aussi peut aider d'autres aussi à émerger. Mais je vous dis que pour pouvoir atteindre ce niveau de reconnaissance, il faut des années. Même si Fabre veut vous aider, en 2 ans, vous n'allez pas obtenir ce qu'il a obtenu. Il faut au moins 10 ans, 20 ans. C'est comme ça.
Donc moi, je suis son conseiller spécial. J'ai fait plein de voyages avec lui. Mais je peux vous dire que les gens ne connaissent pas Éric Dupuy. Ils ne connaissent pas le nom. Ils connaissent Fabre. Patrick Lawson a fait plein de tous les voyages avec Jean-Pierre Fabre. Ils ont failli même se faire lyncher, incendier à maintes reprises. Mais personne ne disait Patrick Lawson. On ne sait même pas qui c'est. Mais Fabre, on savait qui c'était. C'est ça la réalité. Et ça lui a valu la commune du Golfe 4. Oui, mais ça lui a valu la commune du Golfe 4, où il fait d'ailleurs un travail fort intéressant. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il a une envergure d'homme politique. Vous savez, moi je n'ai jamais été candidat aux législatives. Depuis que je suis à l'ANC, depuis que j'étais à l'UFC. Ce n'est pas parce qu'on a refusé ma candidature, c'est parce que je n'ai pas voulu. Et quand on me demandait, mais Éric, pourquoi? Je dis, parce que je préfère diriger une mairie plutôt que des députés. Je me suis porté candidat en 2019 à la mairie de Golfe 2 parce qu'il y avait une question de date de naissance sur les dates de naissance d'un de mes colistiers. Nous avons été balayés. Or, d'autres personnes étaient, donc ici, Jean Kissy, étaient dans la même situation. Leur liste a été sauvée. La mienne a été rejetée. C'est tout simplement parce que le régime ne voulait pas voir Golfe 1, ANC, Golfe 2, ANC, Golfe 4, ANC, Golfe 5, ANC, Golfe 6, ANC. C'est pour ça que j'ai été sacrifié. C'est tout. Bien, on n'a pas toutes les preuves. Voilà. Merci beaucoup, M. Éric Dupuy, pour ce tour d'horizon de ces questions. Au-delà de votre parti politique, on est allé aussi sur le terrain national pour parler de ces élections qui s'annoncent et dont on ne connaît toujours pas les dates. Les dates, non. Mais voilà, amis téléspectateurs, cette émission, cet entretien tire à sa fin. Avez-vous encore un mot à dire? Non, pas. D'abord, vous remercier. Oui, merci. Vous remercier pour l'invitation. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas rencontré sur votre plateau. Nous ne connaissons pas encore la date des recensements. Il faut commencer par là. En 2017, 2018, nous avions demandé aux populations de ne pas aller s'inscrire dans le cadre de la C14. Et là, ça nous a fait beaucoup de tort. Et on l'a vu en 2019 et en 2020. Parce que quand on voit les résultats des locales et de la présidentielle, on constate un fort taux d'abstention. Ce fort taux d'abstention est dû à deux facteurs. L'intrusion de Monseigneur Kodjo dans le débat politique, qui a découragé plus d'un. Ils ne se sont pas déplacés. Et le plus gros de ceux qui ne se sont pas déplacés, c'est parce qu'ils n'ont pas pu se faire enrôler. Même moi, quand à la veille des locales, je suis allé me faire recenser à l'école Moubati de Golfe 2, j'ai mis plus de 3 heures pour me faire recenser. Alors si vous mettez 3 heures pour recenser un individu et que dans ce centre de recensement, il n'y a que 4 machines, vous voyez combien de personnes sont enrôlées dans une journée. Pour cette raison, je demande dès à présent à toutes nos mamans, à toutes nos sœurs, à tous nos frères, que dès que les bureaux de recensement seront ouverts, il faudrait y aller rapidement pour aller se faire inscrire. À ce propos, Golfe 4 organise, je crois que c'est à partir d'hier, organise au collège, au bas-fond du collège Saint-Joseph, des séances foraines pour établir aux Togolaises et aux Togolais qui le souhaitent leur extrait date de naissance ainsi que des cartes d'identité. Voilà une initiative fort louable de la part de Jean-Pierre Fabre, maire de Golfe 4. Merci, M. Éric Dupuy. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé sur notre plateau dans cet entretien exclusif pour parler encore une fois aux Togolais. Merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Voilà.